Avec son slogan Make America Great Again, Donald Trump a profondément transformé le paysage politique américain. Make America Great Again, c'est aussi le nom du dernier livre de notre invité, avec ce sous-titre Naissance d'une idéologie. Bonjour Jérôme Jamin, vous êtes politologue et dans ce livre, vous racontez ce phénomène politique devenu global. D'abord pour vous, cet acronyme MAGA, c'est bien plus qu'une formule de campagne, c'est une idéologie en lien direct avec le concept d'exceptionnalisme américain. De quoi s'agit-il ? Bonjour, merci pour votre invitation. En fait, Make America Great Again, il y a 10 ans, ça ne signifiait pas grand-chose. C'était une usurpation d'un slogan de Reagan qui était un petit peu plus long, Let's Make America Great Again. Je ne suis pas sûr que l'héritage réganien soit le plus important dans l'idéologie consolidée, à mes yeux, aujourd'hui chez Donald Trump, mais il faut reconnaître qu'en 10 ans, les choses se sont installées, les choses se sont confortées, les choses se sont solidifiées. On a un héritage nativiste, propre à Pat Buchanan, qui était candidat à la présidentielle dans les années 90 et qui considère que la République, c'est une république avec un groupe ethnique homogène, essentiellement blanc chrétien d'origine européenne. Ça, c'est quelque chose de très marqué chez Donald Trump. Il y a un héritage du Tea Party avec l'idée que il faut travailler dur, il faut économiser, il ne faut pas de taxes, il ne faut pas trop d'impôts et il ne faut surtout pas gaspiller de l'argent public. C'est pour ça qu'on a eu l'épisode Musk, même si jamais depuis peu les choses ont un peu changé. Et puis, il y a aussi la présence inattendue, mais très forte, des idées évangélistes, évangéliques dans le discours de Donald Trump, c'est-à-dire des positionnements très forts sur la famille traditionnelle, sur l'avortement, sur le fait qu'il n'y a pas de genre, il y a deux sexes, un homme, une femme. Toutes ces choses existaient déjà il y a 10 ans, mais se sont consolidées, se sont renforcées, et aujourd'hui, donne vraiment naissance, à mes yeux, c'est un essai que j'ai publié, à une idéologie consolidée. Jérôme Jamin, il faut croire qu'Elon Musk ne pense pas que Donald Trump soit le mieux placé pour restaurer la grandeur des États-Unis. Il a créé son propre parti. Il a annoncé il y a 3 jours le Parti de l'Amérique. Est-ce que vous pensez que par là, il souhaite faire du mal, grignoter l'électorat de Donald Trump, ou plutôt casser cette domination entre les deux partis traditionnels que sont les républicains et les démocrates? Je pense que, alors ça va peut-être surprendre, mais après 10 ans, Donald Trump s'est entouré d'un ciment idéologique fort, avec des conseillers, avec des historiens, avec des chercheurs, avec des faits aussi. Il y a eu l'invasion du Capitole, il y a une histoire. Musk n'est nulle part et c'est un homme impatient. La politique, ça prend beaucoup de temps. Vous ne créez pas un parti en quelques mois et vous ne l'installez pas en quelques mois, surtout dans un système américain qui exclut les troisièmes partis. Pourquoi ? Simplement parce que rien que pour la présidentielle, pour obtenir les grands électeurs d'un État, il faut 51%. Quand vous êtes de troisième parti, vous avez 20%, 30%. Dans une proportionnelle, comme c'est le cas dans certains pays européens, vous pouvez éventuellement tout doucement apparaître. Donc je pense que c'est un parti qui a vocation à influencer les deux grands partis traditionnels, démocrates et républicains, et éventuellement à nuire à l'un des deux si jamais on l'ignore. Jérôme Jamin, que reste-t-il d'ailleurs du parti républicain coincé entre Donald Trump et Elon Musk d'une certaine manière ? Alors là, je me permets de vous dire que je ne pense pas qu'il soit coincé entre les deux, parce que je pense que Elon Musk, son opération va être une opération d'influence et de nuisance, mais ça n'aboutira pas à un parti politique susceptible de menacer les républicains et les démocrates. Par contre, il est clair que le parti d'Elon Musk pourrait prendre des voix aux républicains ou aux démocrates, aux deux, parce que n'oubliez pas que Elon Musk est un libertarien et que les libertariens attirent une partie de la gauche et une partie de la droite parce que justement ils ont une conception de la liberté particulière qui fait que les libertariens sont un peu au-delà du clivage gauche-droite. Les républicains traditionnels vont se poser une grande question à l'approche des élections de mi-mandat dans 1 an et quelques mois, en novembre de l'année prochaine. C'est est-ce qu'on continue à rester derrière Donald Trump alors qu'on sait que
c'est presque terminé pour lui. Et J.D. Vance, son vice-président, c'est autre chose, ce n'est pas Donald Trump. Et je pense que Donald Trump, d'ailleurs, sera irremplaçable, comme Silvio Berlusconi, parce que nous avons eu notre Trump avant les Américains. Nous ne suivons pas les Américains, nous avons précédé les Américains. Nous avions notre Silvio Berlusconi en Europe avant les Américains, et personne n'a su remplacer Silvio Berlusconi, mais il y a le berlusconisme a subsisté et a pourri, si je puis me permettre l'expression, la vie politique italienne pendant de longues années. Donc, beaucoup de gens vont se poser la question de savoir si il faut encore être derrière Trump ou est-ce que c'est fini et qu'il faut revenir à un conservatisme plus classique. Et je pense que pas mal de députés de la Chambre et du Sénat sont prêts à revenir aux origines. Jérôme Jamin, Elon Musk dit aussi vouloir donner une voix aux 80% du milieu qui rejette à la fois les démocrates et les républicains. Est-ce qu'il est juste dans son analyse? Est-ce qu'il y a vraiment cette voix qui est possible? Non, c'est un mensonge. Je pense qu'il y a peut-être dans les Américains inscrits qui peuvent légalement voter et qui votent régulièrement et qui sont inscrits, on tourne autour de 20-25% d'indécis. Et ces gens-là ne cherchent pas spécialement une troisième voie. On l'a vu avec Ross Perot, qui était dans les années 90 contre Clinton et Bush père, Herbert Bush. On voit qu'il y a de la place pour un troisième homme, une troisième femme, mais ça c'est un discours mégalomane. Il n'y a pas 80% des Américains qui cherchent une troisième voie. Il y a peut-être 10, 20, 25% maximum, dans ceux qui sont inscrits. Quelle peut être la suite du mandat de Donald Trump? Est-ce qu'une nouvelle personne pourrait émerger pour justement anticiper la prochaine présidentielle? Je pense que c'est le pari de J.D. Vance, qui est un homme cultivé, intelligent. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un intellectuel, mais c'est un personnage, en tout cas, qui a senti dans sa chair une certaine misère de l'Amérique et un certain abandon des démocrates. Et donc, J.D. Vance à mes yeux, sera moins Trumpiste que Donald Trump, mais sera le digne héritier. Et donc, si tout se passe bien pour lui, ce sera l'homme fort pour la prochaine élection, en sachant que le principal problème, ce n'est pas chez les républicains, chez les démocrates, puisqu'il n'y a personne en face. Merci beaucoup, Jérôme Jamin, de nous avoir livré votre analyse.